Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais tâcher de continuer de préciser mes précédents propos, notamment ici en parlant de ce que je vais nommer les jeux de pouvoir, de comment ils peuvent se jouer à l'intérieur de nous, et comment ils peuvent être observés aussi à l'extérieur. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que, au niveau de ce que je peux observer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les discussions avec les personnes que je connais, euh, il y a un certain moment, ce que je qualifierais une forme de naïveté par rapport à comment fonctionne le monde et comment ça fonctionne au niveau occulte. Donc ici, mon objectif, c'est de donner des grilles de lecture afin de dépasser cette forme de naïveté. Là, tout d'abord, voilà, je vais essayer de préciser quelques mots, de dire qu'il y a une différence entre influencer et manipuler. Euh, Dès que je fais une vidéo et que quelqu'un regarde la vidéo, il est influencé par ce que je dis. En fait, toute influence, tout ce qui rentre en interaction, ça crée des influences. Voilà. Et les choses, elles bougent. Donc les penseurs de tout temps ont partagé pour avoir une influence positive euh, sur, euh, sur le développement humain. Manipuler, par contre, c'est autre chose. Quand on parle de convaincre, quand on cherche à convaincre, on est dans des formes de manipulation. Là, c'est forcer l'autre à aller dans le sens de ce qu'on a, d'aller dans la direction de ce qu'on influence. Et là, ça devient un peu plus problématique parce qu'il y a les aspects de pouvoir qui interviennent. Et les aspects de pouvoir sont une tentative d'aller à l'encontre du libre arbitre de l'autre en essayant de le forcer à faire des choses. Donc influencer, c'est une chose, chercher à manipuler, à convaincre, à forcer, c'en est une autre. Une autre distinction à faire, c'est entre ce que je vais qualifier de secret et ce que je vais appeler mystère. Dans les sociétés initiatiques, parfois qu'on appelle école de mystère, le mystère, en fait, on n'en parle pas parce que c'est quelque chose qui ne peut quasiment pas être exprimé avec des mots. Donc, dans les écoles initiatiques, les mystères, il y a des études généralement sur le symbolisme. Donc, il y a une forme d'influence qui est faite pour que, que l'étudiant puisse avancer lui-même dans une certaine direction et qu'il puisse avoir les révélations. Voilà, donc c'est les révélations au mystère. Donc le mystère, on n'en parle pas parce que ça sert presque à rien d'en parler, voire même en parler, ça pourrait dénaturer l'expérience. La notion de secret, c'est autre chose. Donc le mystère, on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas donner l'information. Le secret, c'est tout le contraire. On ne dit rien pour que l'autre ne comprenne pas. On pourrait le dire et qu'il comprenne, mais on s'arrange pour qu'il ne comprenne pas. Et le fait qu'il y ait des secrets, ça généralement fait pour entretenir un avantage de celui qui garde le secret par rapport à celui qui l'ignore. Donc encore une fois, ici, il y a un aspect de pouvoir. Donc l'influence et le fait de se taire par rapport à certains mystères qui étaient un signe de sagesse n'est pas la même chose que de manipuler, de convaincre et de euh, parfois mentir par omission avec ces formes de secret. À présent, je vais parler du nombre 3. Donc le nombre 3, qui est assez présent dans une société initiatique qui s'appelle la franc-maçonnerie. Si on va chez les pythagoriciens, ils sont plus basés sur le nombre 4. Ici, le nombre 3, il a son importance dans ce que je souhaite amener pour la suite. Parce que la conscience de ce qui se décompose en 3 parties est importante pour avoir une grille de lecture de comment fonctionne le monde. Le nombre 3, à mon sens, il est directement en lien avec le temps. Parce que quand il n'y a que le présent, on est dans le 1. Mais dès que le temps apparaît, il y a le passé et le futur qui rentrent en jeu. Et donc là, on est sur 3 aspects. Si on prend une dissertation, on va avoir une introduction, on va avoir un développement, on va avoir une conclusion. On va avoir une thèse, une antithèse, une synthèse. Si on prend un film, c'est la même chose. Il va avoir une introduction, généralement c'est 20 minutes, les 20 premières minutes du film, c'est un code ça, les 20-30 premières minutes du film, c'est on pose le décor, ensuite on a vraiment l'histoire, après il y a un rebondissement, et après on arrive sur la conclusion.
Quasiment tout fonctionne comme ça. Donc si je vais citer certaines choses pour décliner ce nombre 3, de voir que d'un côté on va avoir l'être, d'un autre côté on va avoir le faire, et que en troisième lieu on va avoir le devenir. Donc c'est, dit autrement, c'est le fond, la forme, et comment par l'action euh, on modifie la forme en s'appuyant sur le fond. Euh, si on reprend cette grille de lecture par rapport à l'être humain, on a une phase d'enfance, euh, une transition qu'on va appeler l'adolescence et l'âge adulte. Et ce 3-là, on peut le voir au niveau de l'être humain, on peut le voir encore autrement. On peut voir la jeunesse, par exemple, jusque 30 ans, si on prend des tranches de 30 ans, où on est plutôt dans l'ignorance. Ensuite, l'âge mûr de 30 à 60 ans, où on est vraiment plus dans une expérimentation plus profonde. Et ensuite, ce que je vais appeler la vieillesse, que certains nomment le troisième âge, par exemple entre 60 et 90 ans, où là, physiquement, on décline, mais normalement, où on accède à beaucoup plus de sagesse. Au niveau de la conscience, c'est la même chose. On peut distinguer trois niveaux de conscience principaux au niveau de l'humanité. Le premier niveau de conscience, c'est ce que je vais appeler la conscience de masse, qui est plutôt en lien avec une conscience qui est animale, une conscience de troupeau. Ensuite, on a une conscience qu'on va qualifier d'individuelle, qui est vraiment propre à l'être humain et à l'exercice du libre arbitre. Et le troisième degré de conscience, qu'on va appeler conscience collective, ça c'est quand les consciences individuelles savent fonctionner avec sagesse, en harmonie avec les autres consciences individuelles, ou voire même avec tous ceux qui sont en conscience de masse. Mais conscience collective, c'est plutôt réservé à ceux qui arrivent à fonctionner à ce niveau-là. Mais il y a toujours une inclusion de ce qui se précède. Donc ici, dans la présentation, au début, j'ai donné des aspects un peu conceptuels, avec l'être, le faire, le devenir, des aspects un peu plus concrets, au niveau de comment on fonctionne au niveau humain. Et là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on arrive sur les aspects plus initiatiques. Donc le 3, ensuite, on peut le voir autrement. C'est le monde profane, le monde des initiés et le monde des âmes, ou le monde des grands initiés. Donc ici, pourquoi je parle de ce nombre 3, c'est notamment par rapport à ce niveau-là. Si on n'a pas conscience qu'il y a plusieurs niveaux de conscience au niveau de l'humanité, on loupe quelque chose. Donc je continue par rapport à ça. Si on prend le monde des initiés, on va avoir, donc là je vais reprendre des grades qui sont connus, c'est le grade d'apprenti, le grade de compagnon et le grade de maître. On est toujours sur cette base 3. Si on prend cette société initiatique qui est la franc-maçonnerie, on a ces 3 premiers degrés, et ensuite ça ouvre sur la suite. Donc on fait 1, 2, 3, et ensuite on va refaire la même chose mais avec des dizaines, 10, 20 et 30. 30 degrés, et après on refait encore 3. Donc il y a vraiment toujours des aspects de récurrence comme ça. Dans la continuité de ce que je viens de nommer par rapport au grade d'apprenti, de compagnon et de maître, on peut voir une même division en 3 au niveau des initiations telles que j'ai pu les présenter, en lien avec ce qui est décrit dans la théosophie. À savoir un groupement avec les 3 premières initiations, ensuite les initiations de 4 à 6 et ensuite de 7 à 9. Si on prend les 3 premières initiations, on peut se retrouver dans cette grille de lecture d'apprenti, de compagnon et de maître, où finalement, le grade de maître, ce n'est que le début d'autre chose, et que donc c'est vraiment une étape qui est, ça j'en ai parlé plusieurs fois, qui est vraiment très délicate quand on accède à la 3e initiation. C'est-à-dire que précédemment, en première initiation, on a eu une prise de conscience que l'âme existait. Deuxième initiation, on a la conscience d'unité qui s'enclenche. La conscience, c'est pas le vécu d'unité. Et à la 3e initiation, il y a un certain degré de fusion avec l'âme, on va appeler ça comme ça l'âme, hein, au niveau de ce qu'on peut appeler corps causal, le soi, et un vécu d'unité qui apparaît. Mais ce n'est qu'un commencement pour la suite. Ensuite, la 4e initiation, on est au niveau du détachement, qui amène à la 5e qui correspond à l'éveil, et la 6e initiation qui est l'intégration de l'éveil. Et encore derrière, il y a encore un autre stade, parce que cette 6e initiation, ce n'est que le début de la sortie de l'illusion. Ce n'est qu'à partir de là qu'on commence à percevoir qu'il y a un envers du décor. Et ensuite, on va vers les initiations 7, 8 et 9.
et où là, au moment de la 9e initiation, il y a quelque chose de vraiment profond qui est en lien avec l'existence, et ce n'était pas présent avant. Donc il y a vraiment des étapes, ça se fait par trois. Et donc là, pour revenir vraiment au cœur de mon propos, et c'est ce que j'essaie d'expliquer là, de vidéo après vidéo, c'est qu'il y a une importance au niveau de quelle est la base de notre âme, à savoir si c'est une base lumière, donc c'est vraiment la base, les âmes à la base sont base lumière, il y a eu des déviations, et il y a eu des lignées négatives qui sont apparues, et donc ça crée des bases sombres. C'est de savoir si on est sur une base lumière ou on est sur une base sombre. Et ça, ce n'est que la base. Parce que ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cette base dans le temps. Il y a des bases sombres, donc des lignées plus récentes, et qui ont une base négative, qui ont eu de la bonne volonté et qui ont cherché à s'améliorer. Donc elles ont apporté du plus. Il faut avoir des êtres qui sont sur base lumière et qui ont dévié plus ou moins de plus en plus. Et donc eux, ils ont fait grandir le négatif en eux. Et le troisième point, c'est, ok, d'où on vient, quelle base, qu'est-ce qu'on a fait de notre base, et de savoir où est-ce qu'on en est, pour la mise en œuvre actuelle, pour une orientation vers un futur. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. À chaque fois que j'interpelle par rapport à ça, c'est de dire, faites attention à quelles peuvent être les influences négatives en vous, voir d'où elles viennent, et faites attention à quelles peuvent être les influences négatives à l'extérieur, qu'elles soient volontaires ou involontaires, conscientes ou inconscientes, des personnes en face de vous. Ici, il y a des personnes qui sont de très bonne volonté au niveau humain, mais au niveau de la base de leur âme, c'est pas bien calé, c'est pas positif, et on doit en tenir compte. Voilà, tous mes propos vont dans ce sens-là. Euh, donc ici, donc là, ce que je viens d'évoquer, il y a certaines choses qui vont être mises en commentaire de la vidéo, ça vous allez pouvoir le relire. Ici, le cœur central de cette vidéo, qui sera en plusieurs parties, c'est de comprendre que ce qui se joue en nous au niveau individuel, au niveau de ces jeux de pouvoir, ça se rejoue presque de la même façon au niveau collectif sur la Terre, au niveau de ce qu'on peut observer au niveau des sociétés humaines, et que tout cela, c'est à l'image de ce qui se passe au niveau, ce que je vais qualifier universel, à savoir c'est au niveau extraplanétaire, et aussi au niveau extradimensionnel, donc au-delà de cette dimension, donc au niveau multidimensionnel, euh, on va dire dans une zone assez importante de la création. Parce que comme on avait parlé, là on parle de plusieurs milliers d'univers qui sont dans des problématiques proches de la nôtre. Hein. C'est pas que la Terre qui vit ça, on l'a fait passer pour une planète jeune qui est en train d'évoluer vers du plus. Dans la conscience qui est la mienne, la Terre c'est vraiment une planète qui est très très importante dans la création, en tout cas dans cette zone de la création, et il y a beaucoup de choses qui se centralisent ici, notamment parce que les corps qu'on a ici, ils sont faits pour centraliser toutes les dimensions. Ici, la Terre, c'est un projet qui avait pour but de centraliser un certain nombre de choses. Voilà, donc là, je vais pas rentrer dans le détail de ce qui sera noté sous la vidéo, c'est plus ou moins ce que je viens de nommer. À présent, je vais aller dans le vif du propos d'expliquer comment ça fonctionne les jeux de pouvoir. Donc, je l'ai fait en plusieurs parties. Donc ici, la première partie, ça correspond à ce qu'on va observer au niveau du monde profane. Donc, le monde profane, c'est ce qui existe officiellement. Hein, parce que le monde des initiés, ce n'est pas censé exister. Il n'y a que les initiés qui sont censés savoir que ça existe. C'est comme dans Harry Potter, il y a le monde des sorciers et il y a le monde des moldus. Les moldus sont ceux qui n'ont pas de capacité magique et qui n'ont pas conscience de la magie. Ce sont les profanes. Donc ici, au niveau du monde profane, il y a tout un ensemble de jeux de pouvoir qui sont à l'œuvre dans la société. Alors encore une fois, je vais faire quelques précisions par rapport à certains mots, encore des grilles de lecture. On parle parfois de théorie. Donc une théorie, donc là dans la définition que je vais donner, une théorie se fonde sur des hypothèses, des observations, qu'elles soient plus ou moins
vérifiées, et des déductions qui sont faites par rapport à ces hypothèses. Là, on est dans de la théorie, on est dans du conceptuel, voilà, dans des formes d'abstraction. Une autre grille de lecture, c'est ce qui concerne les conjectures. Une conjecture, c'est une très forte suspicion de par l'absence de contre-exemples. Donc ici, c'est un petit peu en lien avec ce que je vais appeler les démonstrations par l'absurde. En mathématiques, on n'est pas obligé de montrer que quelque chose est vrai. Si on démontre qu'il est non faux, c'est bon aussi. Et ensuite, ce que je vais qualifier de réalité, et la réalité, c'est ce qui est. Donc la réalité, elle repose sur des faits concrets et observables, et qui peuvent, avec des démonstrations qui ne permettent d'exclure tout doute par rapport à quelque chose de donné. Donc voilà, donc de garder en tête cette grille de lecture-là. Donc pour la suite, je vous invite déjà à jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qui s'appelle les 10 stratégies de la manipulation de masse. On trouve ça assez facilement sur Internet. Déjà, ça explique comment sont utilisées presque quotidiennement les techniques de manipulation au niveau collectif, sachant qu'il y a des choses qui fonctionnent bien aussi au niveau individuel. Si vous n'avez pas cette grille de lecture-là, ça va être compliqué pour vous de comprendre comment fonctionne le monde, parce que quasiment tout est basé là-dessus. Ici, ce n'est pas la sagesse qui est à l'œuvre dans ce monde, dans cette société, c'est un rapport de pouvoir qui est hiérarchique, avec des dominants et des dominés, et la manipulation, c'est un moyen pour les dominants d'exercer leur influence de façon précise sur les dominés. Donc ça, c'est une grille de lecture.